Bonjour Maud, bienvenue sur le podcast Investir Simple. Comment tu vas? Eh ben, je vais super bien et je te remercie beaucoup pour ton invitation. C'est trop chouette, je suis ravie d'être là. Avec grand plaisir Maud. Aujourd'hui on va parler d'achat de résidence principale. Les gens qui me suivent savent qu'en ce moment j'ai un projet de RP rentable et j'ai trouvé notre échange super intéressant parce que toi tu as fait ça de manière très optimisée à plusieurs reprises. Est-ce qu'avant, enfin bon, ça va être le sujet de cet épisode. Est-ce qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux déjà te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Avec dans la vie? grand plaisir. Donc, je m'appelle Maude, j'ai 37 ans, je vis au bord de la mer, à 150 mètres de l'océan. C'était mon rêve et je vous expliquerai Trop comment bien. j'ai réussi à atteindre ce rêve justement. Du coup, je suis maman de jumeaux. Ça aussi, c'est important de le préciser parce que des enfants, ça Ça prend du temps. exactement ça. Donc, ça nous demande encore plus d'optimiser notre temps disponible. Et puis, j'ai été EduxP pendant 15 ans, travailleur social, donc avec aussi des valeurs profondes ancrées, qui ont un petit peu freiné mon parcours d'investisseuse. Donc voilà. Et puis, je suis mariée du coup à Joanne, ma femme, qui est métallière d'art. Et vous verrez, elle a une place importante dans mon parcours d'investissement parce que c'est elle qui m'a donné goût à la réno. Et aujourd'hui, je veux dire, on a toujours une rénovation sous le coude toutes les deux. Ça fait partie même des fondements de notre famille, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, Très bien. pardon, j'ai oublié de préciser, grâce à nos rénovations en fait qu'on a un peu documentées sur Instagram, on a créé un compte qui s'appelle Les Filles Rénov'. Donc aujourd'hui, c'est chouette parce qu'on est un peu plus de 100 000 femmes qui nous suivent sur Instagram. Et donc, on va accompagner les femmes dans leurs projets IMO, plutôt les primo-accédantes, à travers un accompagnement qui s'appelle Pépite. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus d'une centaine de femmes en un an qui sont rentrées dans le programme et qu'on accompagne sur une année pour faire un investissement rentable et safe. Voilà. Trop bien. Et donc, du coup, toi, tu as commencé l'immobilier il y a combien de temps maintenant? Alors, il y a tout pile 10 ans. Voilà, donc à 27 ans. Ok. En sachant que depuis mes 15 ans, j'ai envie d'investir. Mais voilà, c'est là où je me rends compte dans l'accompagnement aussi des femmes que le mindset est souvent au cœur des difficultés. Très important. Ouais, c'est souvent ce qui nous freine parce que je pensais que j'avais pas les compétences, que j'avais pas assez d'argent parce que j'étais payée au SMIC quasiment toute ma vie, enfin, à peine plus quoi. Et du coup, quand je Mhm. pensais que c'était pas un milieu qui était fait pour moi, donc je m'y suis mis un peu tardivement. Mais quand je vois ce qu'on peut faire en 10 ans, je me dis finalement, même si je m'étais pas lancée aujourd'hui, je me relancerai à 37 ans parce que je sais qu'en 10 ans, on peut faire des choses incroyables. Ben, après, moi, je peux quand même comprendre ces freins qu'il y a avec l'immobilier. Moi, je le compare parce que tu sais que moi, je suis CIF et du coup, j'aborde tous les aspects de l'investissement. Et je considère quand même que l'immobilier, tu le sais, le plus gros avantage, c'est l'effet de levier, hein, je pense que je t'apprends rien. Et forcément, quand tu te lances dans l'IMO, on parle pas de mettre 100 balles aussi, tu vois. Donc je Ouais. pense que c'est le gros frein, il doit être là aussi, c'est que tu sais que quand tu commences pas avec des petites sommes, Oui. quoi. Oui, puis il y a une vraie, en fait, j'ai l'impression que moins on gagne d'argent, plus on a peur de la dette aussi, de s'endetter. Et au final, aujourd'hui, je Mmh. me rends compte que c'est m'endetter qui m'a permis vraiment de m'enrichir et d'avoir cette vie aujourd'hui au bord de la mer. Donc, j'ai plus du tout le même rapport, en fait, à la dépense, comme tu dis, à l'investissement et à la dette qu'il y a 10 ans. Mais ouais, ouais. Normal, après, tu as pris l'expérience, mais bon, je pense qu'on reviendra après sur le côté mindset et tout. Je pense plutôt Ouais. à la fin parce que c'est des questions aussi qui m'intéressent et qui peuvent intéresser mon audience parce que je vois beaucoup des gens qui ont pris conscience en fait que l'immobilier c'est un des piliers d'enrichissement, peut-être je vais pas dire le plus facile, mais en tout cas quand on part de zéro, il est accessible à tous finalement. Et bon, on en parlera, je pense, plutôt en fin d'épisode parce que j'ai envie qu'on creuse le sujet du jour qui est du coup qu'on se focus sur un achat de résidence principale qui peut être optimisé. Oui. Plutôt en tant qu'investisseur. Parce qu'on voit dans la majeure partie des cas, je pense 90 des gens qui nous entourent, on va dire hors investisseurs, ils vont souvent acheter une RP, en s'endettant au max, sans travaux et du coup, bon, ils sont bloqués pour votre projet et c'est très bien. Ça reste, comment dire? Ça reste, je pense, quand même un investissement avec une épargne forcée qui est cool, mais je pense, toi comme moi, en tant qu'investisseur, on n'a pas envie de faire comme tout le monde. Ouais. Et je pense que c'est ça que toi que tu as fait et que peut-être aussi tu accompagnes tes clientes là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette stratégie du coup d'achat de RP Ouais, optimisé? carrément, avec grand plaisir. En fait, comme tu le dis, on dit, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et c'est important d'avoir différents leviers d'enrichissement. Enfin, quand je parle d'enrichissement, on en reparlera peut-être à la fin, mais je te parle pas d'être millionnaire, d'avoir une poche garée devant chez toi. C'est surtout d'avoir plus de temps et d'avoir une qualité de vie à laquelle on aspire. C'est ça pour moi, l'enrichissement, il est propre à Plus de chacun, liberté. plus de liberté. Et donc, du coup, la RP, moi, je m'en suis rendu compte. En fait, on a acheté notre première RP, mais
c'était pas avec une casquette d'investisseuse, hein, c'était avec une casquette de waouh, j'achète ma première résidence principale et je vais peut-être y passer 15 ans. C'était vraiment comme ça, en toute honnêteté. Et en fait, on a fait beaucoup de travaux par nous-mêmes. On a fait un truc plutôt chouette. Et là où j'ai eu le déclic, c'est que 6 mois après les travaux, par curiosité, j'ai fait venir un agent pour une estimation de valeur. Et j'ai vu que la maison avait pris 100 000 euros. Hors travaux, donc 150 000 euros à peu près. Mais en 6 mois. Et je me suis dit, OK, je vais me pencher sérieusement sur le sujet. Et donc, du coup, cette maison, on y est resté pas mal de temps parce qu'on a eu nos jumeaux, etc. Mais du coup, c'est une maison sur laquelle on a fait un peu plus de 200 000 euros de plus-value. Donc, vraiment net dans notre poche, hein, sans imposition. Alors, quand tu parles de 200 000 euros de plus-value, tu parles vraiment prix de vente moins prix d'achat ou tu comptes aussi ce que vous avez un petit peu amorti Non, je par compte rapport au même pas prix? l'amortissement. Non, je compte même pas l'amortissement. Ah ouais, même pas On l'a acheté 180, on a fait 50 000 euros de travaux. On en a fait un petit peu plus, tu vois, parce on s'est fait une piscine, etc. Mais on l'a vendu 500 000 euros 6 ans plus tard. Et quand tu fais les calculs vraiment juste de nos dépenses, prix d'achat, frais de notaire et travaux, on a 200 000 euros dans notre poche, sans compter sans sans l'amortissement. l'amortissement. Et du coup, nous, à cette époque-là, moi, j'étais au SMIC, ma femme artisan, 1300, 1400 euros par mois. On s'est dit, en fait, c'est un super bon moyen de s'enrichir, tout en faisant les choses à notre rythme. C'est-à-dire, l'idée, c'était pas de s'acheter une RP et de partir tous les 18 mois parce que c'est chronophage, que c'est fatigant, surtout quand on a des enfants. C'était de se dire, et si on bougeait de temps en temps et qu'on faisait un achat optimisé, c'est-à-dire on achète un bien qu'on va venir enrichir, un bien dans un quartier qui va prendre de la valeur, un bien qu'on va pouvoir optimiser. Donc, soit avec nous, c'était le cas, la première maison des combles non comptés dans la surface habitable et aménageable, soit on va pouvoir avoir un terrain constructible, un garage, tu vois, sur lequel on va pouvoir aussi faire de l'habitation. Et donc, sur un secteur, parce qu'on sait que le secteur, c'est aussi le critère numéro 1, sur un secteur qui va prendre de la valeur. Et donc, on essaye de répéter ça en se disant, à chaque fois qu'on va bouger, on va prendre quand même une casquette d'investisseuse en se disant comment on va pouvoir faire la plus grosse plus-value possible, tout en vivant dans le bien 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, on verra. Mais du coup, c'est ça vraiment l'objectif. Donc, on cherche des lieux dans lesquels aussi on se sent bien, parce que c'est important. Comme je te dis, le but, c'est pas à tout prix de faire de la plus-value. On cherche des lieux dans lesquels on va vivre en famille, on va se sentir bien, mais on va optimiser pour faire une belle plus-value. C'est ça vraiment l'objectif. Donc c'est vraiment le côté. J'imagine que alors si je résume un petit peu ce que tu dis, les deux critères principaux, j'imagine, c'est créer de la valeur grâce aux travaux et l'emplacement. Exactement. C'est vraiment les deux clés. Et la troisième, j'ai oublié, mais du coup tu me tends la perche, c'est que nous on essaie vraiment de faire du coup de cœur haut de gamme à prix serré. Je pourrais vous expliquer comment on fait pour pouvoir se décorréler un peu du prix moyen au mètre carré, provoquer le coup de cœur et vendre un peu au-dessus, enfin un peu ou beaucoup au-dessus du prix moyen au mètre carré. Ça, c'est hyper important. Notre première maison, par exemple, 145 mètres carrés, piscine, dans la même rue, il y en a une autre qui s'est vendue, elle avait même 10 mètres carrés en plus, elle s'est vendue 350. Pourquoi la nôtre, on la vend 500? Tu vois? Parce que à côté, c'est une maison plutôt pavillonnaire, ils ont fait ce choix-là, voilà. Nous, c'était une ancienne maison, on a fait découvrir l'ancienne pierre, donc c'est une maison qui avait aussi du charme, dans lequel on a fait une piscine, on a beaucoup d'objets chinés, on a mis un peu de décoration design, enfin on a mis beaucoup de couleurs, enfin on a mis beaucoup de verrières parce que ma femme est métallière d'art, donc aussi beaucoup de pièces un peu architecturales, ce qui fait que du coup on a un bien qu'on voit pas ailleurs en fait sur le Bon Coin, enfin si, mais dans des quartiers un peu plus huppés on va dire. Et du coup c'est ça qui provoque le coup de cœur et qui fait qu'à chaque fois nos biens partent quasiment en 1 ou 2 visites et au prix en fait. Et c'est toi qui revends derrière ou tu passes par une agence? Là, les 2 fois, la première fois, non, on est passé par une agence. Et la deuxième fois, on est passé en solo. Et je pense pour la maison actuelle, 2 stratégies. Soit on vise vraiment des agences très haut de gamme, mais il faut vraiment rentrer dans les critères. Donc, on verra s'ils veulent de notre maison, parce que même si elle est vraiment top, on essaie de faire un intérieur design. Eux, ils vont plutôt viser de la maison vue mer de 300 mètres carrés. On va voir. Donc, soit ça, soit par nous-mêmes. Ouais. Okay. Parce que c'est quand même une belle économie quand tu le fais par toi-même. Si tu habites déjà dans le bien, tu vois, si tu peux faire les visites. Souvent, je fais le calcul, je me dis, la visite, elle vaut cher, quoi. C'est quand tu fais, surtout sur ces montants-là. Surtout si tu sais qu'on la vend en moyenne en 5 visites, quoi. Mais du coup, faut pas louper le coche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la mettre en vente au bon moment. Faut pas lésiner sur les photos que tu mets, te dire je mets que 3 photos et je mets le mode gratuit sur le bon coin. Faut y aller, mettre une belle description,
Affiner les Ouais, et payer un photographe, ouais, machin, voilà. faire un truc bien Moi, propre, j'étais quoi. photographe aussi, donc ça Mmh. va, tu vois. Mais, Ah mais oui, du ça va. coup, ouais, il faut pas louper le coche parce que c'est aussi un métier de vendre des biens. Donc voilà. Mais ouais, c'est vraiment l'idée. Secteur, comme tu dis, optimisation avec les travaux et faire du coup de cœur un peu haut de gamme, quoi. Alors, j'ai envie de creuser ce troisième aspect, le coup de cœur, qui est, je t'avoue, celui que je maîtrise le moins. Enfin, tu vois, dans le projet que je fais aussi en ce moment avec ma femme, on a les 2 premiers critères qui sont l'emplacement et les travaux, machin et tout. Par contre, le coup de cœur, bon, voilà, nous, en déco, on se forme, tu vois, mais bon, après, j'ai vu les photos que tu as sur ton Instagram, on est un peu loin de ce que tu fais. Comment alors moi, j'ai 2 questions sur le coup de cœur. C'est déjà, est-ce que tu avant de parler même des détails techniques de la déco, est-ce que quand tu achètes ton bien ou quand tu fais ta déco, tu penses déjà à la typologie de gens qui va acheter? En fait, tu penses déjà à ça Mm. ou pas forcément? Tu essaies de faire un truc générique et tu dis que ça va passer? Non. Ou tu as déjà un peu le type de futur acheteur? Ouais, en fait, nous, on essaie vraiment. Alors, ça peut faire prétentieux, et tant pis si je fais prétentieuse quelques secondes, mais on essaie d'avoir un temps d'avance. C'est-à-dire que, en gros, enfin, nous, tout ce qu'on a fait dans la maison qu'on a vendue là il y a 2 ans, on a vécu 6 ans dedans. Quand on l'a vendu, c'était le moment où tout le monde voulait des maisons comme ça. Et nous, on n'en voulait plus. Tu vois. C'est-à-dire, on a mis beaucoup de Mmh. verrières, mais des verrières assez brutes, tu sais, métal brut, comme en fait on faisait il y a 6-7 ans. Donc, on l'a vendu au bon moment. Là aujourd'hui, la petite maison, on a rénové une toute petite ruine de 33 mètres carrés au bord de la mer. Tu vois, on a fait un escalier en métal jaune. Hein, c'est quelque chose que les gens avaient jamais vu, donc ça exclut aussi pas mal d'acheteurs. Mais ça va Mmh. cibler des acheteurs qui vont être sensibles à tout le reste de la maison. Les gens qui n'aiment pas un escalier jaune, c'est sûr que de toute façon, ils achèteront jamais la maison. On peut pas changer l'escalier, voilà. Mmh. Et en fait, on va essayer d'avoir un temps d'avance et se dire qu'est-ce que les gens voudront dans 2, 3 ans, 4 ans, tu vois. Et il y a aussi quelque chose, c'est que souvent, les gens n'osent pas. En fait, ils ont peur de faire too much, tu vois, ou de mettre trop de couleurs, etc. Et nous, en fait, on met beaucoup de couleurs. Tu vois, là, dans cette maison, on a misé sur le orange. Je suis persuadée que dans 2 ans, il y aura beaucoup de orange dans l'intérieur. On a mis, alors c'est en métal, hein, on a mis on a fait des lampes sur mesure en métal, beaucoup de mobilier sur mesure et beaucoup de bois aussi. Et quelque chose aussi qui est important et qui joue sur ce côté haut de gamme, on n'a quasiment pas de meubles manufacturés. Ça veut dire qu'on fait quasiment tout sur mesure et en fait, on vend clé en main. C'est-à-dire que les gens, ils vont acheter le canapé, la table basse, les luminaires, Ah OK, le ouais, les cadre, meubles. ils achètent tout. Et pour l'anecdote, notre première maison, ils ont même acheté le rideau de douche. C'est vrai, tu vois. Ouais. C'est un rideau de douche qu'on avait chiné sur un site de design en ligne assez cool et du coup, ça a contribué en fait à toute l'ambiance de la maison et les gens se disent non mais attends, si elles repartent avec tout, il reste quoi dans la maison? Et Et souvent, ouais. on nous demande, En fait, tu achètes vraiment tu vends finalement, l'ambiance globale de la ouais. maison, quoi. Et Mais les gens qui ont leurs meubles, du coup, ça exclut pas les gens qui veulent ramener leurs meubles, par exemple? après, on n'exclut pas, mais en fait, les 2 fois où on l'a fait, les gens au début, à chaque fois, ça s'est passé pareil. Ils achètent, donc sans les meubles et tout, enfin, et puis une fois passé chez le notaire, enfin, ils nous disent, mais en fait, ils se projettent avec leurs meubles dans la maison, ils disent, mais en fait, on s'est dit que ça serait Ça peut-être ira pas. mieux, est-ce que ça vous irait? Et nous, ça nous va parce qu'en fait, comme on adore aussi chiner, et ça nous permet de renouveler notre stock. Et en fait, on se rend pas compte, mais comme par exemple toutes les lampes, c'est des lampes de designer qu'on chine en vide-grenier, donc qui ont aussi une certaine valeur. Les gens, ils les achètent et nous, ça nous va. Ça nous permet de repartir à la chasse. Et enlever 30 luminaires dans une maison, ça prend une journée, quoi, facilement. Et donc, en fait, pareil, installer 30 luminaires dans une maison, c'est long. Il y a plein de gens qui savent pas le faire. Donc, ça les arrange. Ça nous arrange. Mmh. On va revendre 50 € chaque luminaire, alors qu'un luminaire, tu vois, de designer, on peut facilement, enfin, ils en valent tous au moins le double. Donc, en fait, c'est un peu gagnant-gagnant. Et nous, ça nous permet de créer une ambiance pour chaque maison. Et après, pour les prochaines, on essaiera de repenser autre chose. Et on adore, en fait. C'est passionnant à chaque fois de penser un univers pour chaque bien. Et comment tu fais pour avoir ce fameux un peu de temps d'avance que tu dis? Est-ce que c'est parce que tu es vraiment passionné par le sujet et du coup, on va dire que tu connais tous les trucs, les dernières tendances Pinterest, machin? Est-ce que tu as, je sais pas moi, je sais pas, des connaissances dans la décoration intérieure qui fait que tu sais un petit peu les futures tendances? Enfin, comment tu arrives un petit peu à avoir ça? Ou tu le fais vraiment au feeling et tu tentes et des fois tu peux aussi te tromper, tu vois? Enfin, Ouais. je suis vraiment curieux de savoir comment tu fais pour avoir ce temps d'avance. Alors, ça nous est arrivé de nous tromper sur certaines choses. Un exemple, hein, dans la toute petite maison qu'on a rénovée, on s'était dit on va faire une banquette sur mesure, canon, et puis du coup on a allé choisir le tissu, enfin bref. Et en fait, une fois installé, ça faisait hyper cheap, c'était très moche, tu vois. Et on s'est rendu compte que souvent,
pour tout ce qui est mobilier, même sur mesure, on attend un peu de vivre dans la maison pour s'inspirer aussi de l'ambiance, de la lumière, etc. Donc tu vois là, on a une table basse qu'on a faite nous-mêmes en attendant de trouver la pièce qui ira vraiment bien dans la maison. Et du coup, comment on fait pour avoir un coup d'avance entre guillemets? Je traîne comme tout le monde beaucoup sur Pinterest et Instagram. Donc on a des dossiers partagés avec ma femme qu'on s'envoie. Mais toutes ces magnifiques photos que tu vois sur Instagram, est-ce que tu connais quelqu'un autour de toi qui a vraiment une maison comme ça? Moi non, en fait. Non. Non. Moi on a des amis qui ont des belles maisons, mais il y a jamais une maison où je me suis dit waouh, enfin c'est comme la photo que j'avais vue quoi. Et nous on se dit bah on va essayer de faire ça pour de vrai, tu vois. Parce que du coup, tu vois, là en ce moment par exemple, il y a beaucoup d'inspiration briques de verre, tu vois. Je sais pas si tu vois des murs entiers de briques de verre qui apportent beaucoup de lumière, mais c'est très joli. Comme on en voit beaucoup, on a l'impression que c'est courant. Mais qui a ça chez soi, en vrai? Pas grand monde. Et donc, c'est juste se dire, bah, on va arrêter de juste mettre ça dans des fichiers enregistrés et on va oser le faire. Donc, on va aussi, tu vois, tester des nouveaux matériaux. On va oser, en fait, des paris qui n'étaient pas forcément des trucs tout bêtes, mais par exemple, pour nos extérieurs. Nous, comme je te dis, on n'est pas très fan du mobilier manufacturé. Donc, avoir une grande table basse en extérieur et plein de tables, plein de chaises, c'est galère en plus à ranger et c'est pas très esthétique. Nous, on va aller demander à nos maçons de créer des banquettes maçonnées qu'on va venir carreler avec du carrelage design. Du coup, ça ne bouge pas. T'as aucun mobilier à rentrer l'hiver. C'est très joli. Et en fait, ça se vend avec la maison parce que du coup, tu peux pas l'enlever. Et ça vient créer ces petits côtés différenciants. Et pour pas beaucoup plus cher, en fait. Ouais, alors c'est des trucs après qui coûtent aussi un petit peu plus cher, j'imagine, parce que forcément, quand tu le maçonnes, c'est un petit peu plus cher, mais comme tu dis, tu as aussi d'autres avantages derrière et puis tu te différencies, donc ouais, c'est des... Mais en fait, en soi, quand tu as ton maçon qui est déjà là, tu vois, pour ouvrir des porteurs, quand tu lui demandes une banquette maçonnée en plus et que nous, on va venir carreler, bah, entre ça et acheter du très beau mobilier de jardin qu'il va peut-être falloir changer au bout de 3 ans, en vrai, je pense que tu vois, pour 1500 €, on a la banquette maçonnée. Derrière, on crée un gros trou où on va faire une belle jardinière. Enfin, tu vois, ça fait vraiment un ensemble cosy. Et c'est toutes ces petites choses-là, mises bout à bout, qui vont faire que tu vas vendre un peu plus cher le bien et que ça va faire du bien coup de cœur. Et du coup, tu fais une belle transition, c'est une question que je vais te poser depuis le début. En termes de travaux, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que alors tu me parles d'un maçon, donc j'imagine que tu délègues certaines parties. Est-ce que tu délègues tout à un maître d'œuvre qui gère tout? Est-ce que tu fais toi la maîtrise d'œuvre et tu prends des entreprises? Est-ce que tu fais toi des choses avec ta femme? Comment vous gérez les travaux? Alors, donc généralement, on a notre job à côté. Donc, on va pas tout faire. Peut-être qu'un jour, on aura envie de tout faire de A à Z dans une maison, mais généralement, tout ce qui touche à la garantie décennale, on fait faire. Parce que, tu vois, je vais te donner un exemple tout simple. Là, pour la maison dans laquelle je suis, qu'on termine de rénover, devis plaquiste, 25 000 €. Tu te dis, ouais, ça fait mal. Donc, au début, je m'étais dit, bah, je vais le faire et je vais arrêter de bosser pendant 2 mois. Et en fait, quand on a fait les calculs sur le coût d'achat des matériaux, le temps que j'allais passer à faire ça et donc à pas générer de revenus avec mon activité, la charge physique, la charge mentale, et ben on s'est rendu compte qu'on allait gagner peut-être 3 000 € en fait, tu vois, à faire, à faire nous-mêmes, et donc c'était pas forcément intéressant. Donc en gros, plaquisterie, on fait faire, électricité, plomberie, installation de la cuisine, ça dépend. Là, on a trouvé un cuisiniste, le prix était ultra raisonnable. Donc, on l'a déjà fait. Nous, on l'a fait 2 fois, mais là, on l'a fait faire pour cette maison-là. Et généralement, on se fait livrer un peu une coquille. Et nous, on va se charger de la pose des sols, de tout l'aménagement intérieur, de la peinture, carrelage, aménagement de la salle de bain, tu vois, toutes ces choses-là. Et ensuite, comme je te dis... Quand tu dis aménagement de la salle de bain, tu dis par exemple aussi la plomberie, pose des meubles vasques, pose de baignoire, de douche, ou vraiment plutôt juste l'aménagement, carrelage et meubles? Ouais, carrelage et meubles. Après, on va un petit peu, carrelage, meubles, on va un peu plus loin parce que souvent, comme je te dis, on n'achète pas de meubles manufacturés. Donc, tu vois, il y a un peu de bidouillage parce qu'on va chiner un ancien meuble pour faire le meuble vasque, installer une vasque dessus. Donc ça, c'est ma femme qui fait. Et puis, bah, tout ce qui est faïence, etc., ça, c'est nous aussi, bien sûr. Mais plomberie, non, on fait pas de plomberie. Elle va faire un peu de bidouillage parce qu'il faut s'adapter aux meubles que nous, on installe. Mais voilà. Et après, comme je te dis, on fait beaucoup de choses nous-mêmes, mais qu'on pourrait même pas demander à un artisan. Là, on a fait un mur d'escalade dans une salle de jeu. On a installé une barre de ponton, un grand filet de lecture. Tout ça, c'est des choses qu'on fait nous-mêmes.
Voilà. Trop bien. C'est marrant parce que du coup, on est à peu près pareil avec, enfin, toi et ta femme et moi et la mienne en tout cas, on fait à peu près les mêmes choses que vous finalement. Nous, ce qui est garanti finalement, on a fait à peu près les mêmes choses, Ouais. quoi. Ce qui va être maçonnerie, plomberie, électricité, placo, on a laissé et nous, on a fait tout le Mmh. reste. Mais vu que ce que tu dis, je sais ce que c'est parce que je suis en train de le vivre depuis bientôt 1 an, ça prend du temps quand même, tu vois? Ça prend énormément de temps malgré ça et je suis curieux de savoir comment tu gères ce temps? Parce qu'en plus, dans le même cas que moi, tu as 2 enfants Mmh. aussi. Comment tu gères ce temps-là? Est-ce que vous prévoyez, je sais pas moi, 1 ou 2 journées par semaine consacrées au chantier? Est-ce que c'est les week-ends? Si oui, comment vous gérez les enfants, tu vois? Enfin, c'est des questions peut-être qui concernera pas tout le monde, mais ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils vont se retrouver dans ce genre de questionnement, Ouais, tu vois? bah, c'est hyper intéressant. En gros, déjà, donc ma femme a sa société de métallerie, elle a réussi à passer la semaine de 4 jours, elle et ses salariés. Donc ça, c'est trop chouette. Elle termine le jeudi OK. soir. Donc en fait, le vendredi, Ouais, c'est travaux. Il y a même pas, voilà. c'est le chantier, ouais. Ensuite, elle est très très efficace et ce qui fait que comme elle a un très grand atelier, elle va des fois sur son temps de travail à elle prédécouper, tu vois, du matériel prédécoupé, etc. Mmh. Et en fait, ça change énormément parce que elle arrive ici le vendredi des fois avec des étagères, mais tout est déjà coupé aux bonnes dimensions. Donc en fait, le dressing, presque, elle aurait mis 3 jours à le faire. Et là, elle va l'installer dans la journée. Donc ça, c'est un vrai gain de temps. Mmh. Après, pour être honnête, moi là, cette maison, on a emménagé cet été. Depuis septembre, moi, je fais une allergie aux travaux. Là. Je ne veux plus. J'ai vraiment besoin d'un temps de pause. Donc là, je fais plus grand chose Mmh. depuis septembre. Mais elle, en fait, en plus, elle est plus douée que moi, donc elle, ça lui va. Donc tous les vendredis, quasiment samedi, elle bricole, tu vois. Et après, on sait que ça Mmh. va bientôt s'arrêter parce que là, on est sûr de l'installation luminaire. Donc tu vois, on est sur des choses. Ouais, c'est à la fin, quoi, ouais. Et ensuite, bah ouais, on a vécu une année intense où on a passé nos week-ends à bricoler. Comment on gère les enfants? Bah, quand il fait beau et qu'ils sont de bonne humeur, c'est pique-nique sur le chantier, ils jouent avec la brouette, ils font des tas de boue, ils nous aident un peu. On emmène la tablette sur le chantier, bah, ils regardent un dessin animé dans l'après-midi. Tu vois, on emmène un Mmh. tapis, une couette et puis ils se mettent dans un coin, un peu de coloriage. Et il y a des journées où c'est la galère et où ils ont pas envie et c'est ok. Et du coup, je m'en occupe. Et puis, du coup, ma femme bricole toute seule. Et des week-ends chez les papis-mamies aussi. Mais la Mmh. partie dure, c'était la partie démol dans cette maison, parce qu'en plus, eux ne voient pas le changement. Limite, quand ils viennent voir le chantier, c'est encore pire que les jours précédents. Et Parce ouais, qu'on c'est a ça. démoli toute la périphérie de la maison qui était en briquettes plâtrières. Donc ça fait des tonnes et des tonnes de gravats à évacuer. Donc c'est long, Mmh. ça prend du temps, et la maison est encore pire qu'avant, tu vois. Et ça, c'était dur pour eux, parce qu'ils peuvent pas nous aider, tu vois, que c'est long. Donc ça, on a morflé, quoi. Ouais. Ouais. Et ils ont quel âge là, tes Ils ont enfants? 7 ans. C'est des jumeaux, ouais. Ouais. Mm. Ouais, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça me parle beaucoup. Moi, c'est un peu plus petit, moi. Donc, Ouais. celui d'1 an et demi, c'est un peu plus compliqué. Ah Mais oui. en tout cas, c'est le. Mais tu vois, Ouais. sur la première réno à la mer, en plus, c'était un grand changement de vie pour eux. On changeait de ville, ils changeaient d'école, ils allaient passer la grande section au CP dans la nouvelle ville. Et en fait, c'était dur parce que c'était une ruine de 30 mètres carrés qu'on a fait démolir. Ça a duré 1 an et demi, en fait. Et je me rappelle, ma fille, elle était en colère. Et quand on allait voir le chantier, vu que c'était à 1 heure de chez nous, on n'y allait pas, on y essayait d'y aller une fois tous les 15 jours. Et en fait, elle voulait plus sortir de la voiture parce qu'elle disait, mais la maison, elle est moche, elle avance pas. C'était très, très dur pour eux. Ce chantier-là, ils étaient petits, ils avaient 4 ans et demi. C'était compliqué, ouais. Mm. Ok. Mm. Alors, je vais sortir un petit peu de la partie travaux et revenir un petit peu sur le sujet voilà, d'optimisation de résidence principale. Donc, toi, aujourd'hui, tu l'as fait combien de fois cette opération Enfin, tu as déménagé combien de fois en faisant ça? Tu l'as fait régulièrement ou tu l'as fait que quelques fois? Non, Comment tu là, l'as on a fait? vendu 2 résidences principales. Donc, une dans laquelle on a vécu 6 ans. Donc, tu vois, on a eu des petits, etc. Mhm. Même 7 ans, je crois. La deuxième, c'était assez court parce que c'est la petite ruine de 30 mètres carrés qu'on a rénovée. Donc, on a réussi à faire un R+1. Donc, du coup, on avait 72. Mais 72 à 4, quand tu as vécu dans 150, c'était un peu compliqué sans jardin. Donc, on n'y a pas vécu très Ouais. longtemps. Et celle-ci, on y habite depuis, du coup, cet été. Donc, je pense qu'on y restera quelques années jusqu'à l'arrivée au collège des enfants. Voilà. Ok. Mm. Et alors, c'est un sujet qu'on a abordé juste avant en off et qui, je sais, fait beaucoup, beaucoup parler parce que moi, quand je documente mon histoire de résidence principale et je dis que bah, je compte revendre, alors je sais pas dans combien de temps, mais comme vous, on va s'installer quand même parce qu'on a envie de stabilité après tous ces travaux. Où est-ce que tu situes, tu vois, la limite de requalification de marchand de Ouais. biens avec cette stratégie?
Alors même si on a bien compris que tu fais pas du vrai achat-revente parce que, bah, tu habites dedans et Mmh. voilà. Mais, alors il y en a certains qui clairement utilisent cette astuce de manière un petit peu exagérée, mais, heu, est-ce que tu peux nous dire déjà, quelle serait la limite pour être requalifié de marchand de biens si il y en a qui auraient peur de se lancer, à faire des choses comme ça? Ce qui est compliqué, c'est que, j'en parlais avec ma notaire il y a pas longtemps, c'est ultra subjectif. Il y a absolument rien qui est écrit en termes de durée. Par contre, c'est la qualification de répétition et de volonté de Ouais, voilà, c'est s'enrichir qui pourrait être qualifiée. Mais tu vois, elle m'a donné un exemple qui pourrait faire jurisprudence d'un couple qui a fait, je crois, en 10 ans, 7 RP. C'est énorme. Et ils ont fait plus d'1 ah million ouais. d'euros de plus-value. Et ils ont été, ils sont passés au tribunal et en fait ils n'ont pas été inquiétés parce qu'à chaque fois ils ont prouvé qu'ils vivaient dans le bien, tu vois, et du coup ils n'ont même pas été Mmh. inquiétés. Pour autant, je conseille absolument pas de faire comme eux, que ça soit pour la charge mentale ou le risque que tu prends, c'est quand même dommage. Ouais, ouais. Moi, tu vois, il y a une loi, on en parlait tout à l'heure en off, qui est en cours, qui dirait que peut-être il faudrait, pour être vraiment, pour ne pas avoir d'imposition sur ta plus-value, il faudrait vivre 5 ans dans ton bien, être propriétaire 5 ans de ta résidence principale. Moi, c'est une loi. Enfin, en tout cas, vivre 5 ans dans le bien, en tout cas. Voilà, vivre 5 ans dans le bien. Ça ne m'inquiète Mmh. pas parce qu'en fait, 5 ans, je trouve que ça corrobore vraiment avec une vie de famille, une temporalité de faire des travaux, de se reposer un peu dans le bien et puis, tu vois, de partir à la recherche d'un autre. Ouais et profiter aussi, profiter quand même du Mais c'est truc. ça la Enfin, différence, profiter du bien que tu as créé, ouais. c'est que ceux qui veulent faire de la RP et de la plus-value, moi, je trouve ça important de leur dire attention, l'idée, c'est pas d'acheter avec une casquette d'investisseur, c'est de se dire où est-ce qu'on pourrait être bien avec ma famille, tu vois, et en se disant comment on va pouvoir quand même l'optimiser pour pas acheter du clé en main et se faire 5 000 euros à la revente quand tu peux en faire 25, 50, 60 et plus, tu vois. Donc, Mmh. moi, je pense que c'est important d'avoir quand même une stratégie de dire comment je peux. Peut-être c'est trop con de passer à côté de ça, tu vois, de passer à côté de la plus-value que Mmh. tu peux faire qui est non imposable. Donc, faites-le, mais ne le faites pas en effet. Ne bougez pas stratégiquement tous les ans juste pour ça, parce que là, il y a une prise de risque. Et c'est là où on ouvre la porte. Moi, j'ai ouvert ma société de marchand il y a 1 an et demi. Si vraiment vous aimez ça, comme nous on s'est dit, bah en fait, on aime trop ça, mais on va pas bouger tous les 3 ans de résidence principale. Donc, on ouvre une société de marchand de biens parce que comme ça nous passionne, eh ben on va le faire en pro à côté. Mmh. Ah donc ça y est, c'est lancé de votre côté là? Vous avez ouvert une société de Ouais. marchand? Ah OK. Alors après, c'est pareil, hein, c'est tout doux, on a nos activités à côté. J'ai juste fait une opération pour l'instant sur Nantes qui avait donné lieu à un défi. C'était rénové en 30 jours, 60 mètres carrés avec 30 000 euros. Et donc, spoiler, le défi réussi. Et donc, c'était un appartement Bravo. nantais dans lequel j'ai refait l'électricité, la plomberie, les huisseries, rénovation des sols, pose de cuisine. Enfin, vraiment, clé en main. C'est toi qui as tout fait Ouais. là? Enfin, non. Waouh! Enfin, j'ai fait faire l'électricité et le changement du chauffe-eau. Mais sinon, avec un ami, il m'a aidé à changer les fenêtres. Enfin, c'est plutôt moi qui l'ai aidé d'ailleurs. Et ensuite, j'ai fait tout l'intérieur, carrelage, la déco. On a fait aussi la cuisine, un peu de placo, beaucoup d'évacuation. Enfin, c'est un appartement dans son jus des années 70. Donc, c'était un Mmh. super chantier. J'ai adoré faire ça. Et que j'ai revendu 3 mois après avec ma société de marchand. Trop bien Ouais. et si c'est pas indiscret, quelle plus-value tu as Non, fait? non, pas du Quelle tout quelle indiscret. marge tu as pu En gros, quand tu fais du marchand, tu recherches entre 15 et 20, enfin 10 et 20% de plus-value, allez, tu vois. 10%, mmh. tu vas pas aller chercher 10% si tu es sur un studio. Parce que 10% sur un studio, tu fais pas ça pour 10 000 euros, c'est pas intéressant. Donc, moi, l'appartement, je l'ai acheté 114 000 euros, frais de notaire inclus. Il faut savoir que les marchands ont des frais de notaire réduits, quasiment de moitié, parce qu'il y a un Mmh. engagement de revente dans les 5 ans. Je l'ai acheté 114 000 et je l'ai revendu 189. Maintenant, sur le OK. papier, tu dis, attends, elle a fait 70 000 euros de plus-value. Là, pour le coup, je suis passée par une agent pour la revente. Parce qu'en fait, souvent, le deal, quand t'es marchand, c'est tu m'amènes une affaire, mais je te la redonne quelques mois après. Et oui, je te la redonne, Voilà. ouais. Donc, t'enlèves 9 000 euros de frais d'agence, t'enlèves 30 000 euros de travaux, les assurances qui sont assez chères en tant que marchand, enfin, t'enlèves tout ça. Il y a un petit peu moins de 40 000 euros de plus-value, mais sur 30 jours de travaux. Donc, c'est plutôt intéressant. Mmh. Ouais. Donc c'est une première opération qui est pas gargantuesque, mais j'avais envie de me rassurer avec quelque chose de facile et que je maîtrisais. Parce qu'il y Mmh. a beaucoup de gens Ouais, qui ouais. vont faire de la division foncière, de la division de bâti. Moi, je ne sentais pas les compétences. Ça va peut-être venir, mais je voulais quelque chose de facile
Et voilà, ça a marché, donc j'étais vraiment ravie. Bah, bravo, bah, c'est déjà bien, quand même 40 000 € en quelques mois, Ouais, c'est quand même une belle ouais, OP, quoi. carrément, trop chouette. Et surtout, c'était un appartement, et c'est là où il faut faire attention. D'ailleurs, on peut faire une petite aparté sur les travaux et sur la RP. Aujourd'hui, faire des travaux, ça coûte cher. Tu le sais, si tu délègues tout, même comme nous, si on se garde l'intérieur et que tu fais faire un peu la coquille, t'es facilement quand même à 1 500 € du mètre carré. Et du coup, il faut faire attention à la zone dans laquelle tu achètes. Parce que du coup, si tu es dans un secteur où le prix de revente moyen, je dis une bêtise, mais il a 2002 du mètre carré, par exemple, même si tu achètes 1 000 € du mètre carré, si tu fais 1 500 de travaux, bah déjà, ton mètre carré, il coûte 2 500. Donc, en fait, tu es en perte à la revente. Tu pourras pas faire de plus-value. Donc, en fait, si tu es dans un secteur qui coûte pas très cher à la revente, enfin, au mètre carré, il faut faire attention. Il faut vraiment faire des coûts de travaux, mais très maîtrisés. Ou alors aller dans un secteur où tu es minimum à 3 000, 3 500, 4 000 du mètre carré. Et plus ton mètre carré coûte cher, plus c'est intéressant de faire des travaux. Et oui. C'est pour ça que finalement, on dit que le luxe connaît pas trop la crise, parce que quand on va dire que ton prix de travaux, il sera quasiment pareil, enfin quasiment pareil. Évidemment, quand tu fais du luxe, c'est plus cher, mais je veux dire, ton prix au mètre carré de travaux, il va être entre 1000 et 1005. Mais si tu achètes dans une zone où c'est 500 € le mètre carré et une zone où c'est 5000 € le mètre carré, quand tu fais des travaux, bah, c'est plus rentable sur les zones à 5000 € le mètre carré, quoi. Bah, tu vois, nous, notre précédente maison, c'était presque un terrain qu'on a acheté, mais on était à 2005 du mètre carré. Donc, c'est assez cher pour de la réno, mais on a vendu 5000 du mètre carré. Parce qu'on est sur un secteur où le prix au mètre carré est cher, bord de mer, etc. Donc, le secteur sur lequel, c'est pour ça qu'on disait que le secteur, c'est un peu le nerf de la guerre aussi. Il y a des secteurs qui se prêtent plus au locatif et des secteurs qui se prêtent hyper bien à l'achat-revente. En fait, Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Ah oui, pardon. non, mais Je te laisse c'est continuer. juste que tu peux pas, même si tu fais un bien canon, tu vois, si tu le fais dans un secteur qui vaut 2000 balles du mètre carré, tu le revendras pas 5000 balles du mètre carré, même si tu mets des feuilles d'or dans ta cuisine. Ça, c'est hyper important. Mais en fait, là, tu touches, je pense, au nerf de la guerre, tu vois, quand on cherche une bonne affaire en IMO, et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que tout est lié au prix au mètre carré, en fait. Et moi, c'est ce que j'explique aussi dans mon programme que je fais sur l'IMO, c'est il faut connaître par cœur ton secteur, donc tu connais c'est quoi le prix au mètre carré quand c'est du pan rénové, quand c'est rénové, machin bidule, et surtout que quand tu achètes une ruine, donc tu vas l'acheter forcément moins cher, hein, imaginons que la moyenne c'est 2000 € le mètre carré, même si tu achètes 1000 € le mètre carré, il faut que tu inclues en fait le prix rénové, donc le prix au mètre carré auquel tu achètes, plus ce que tu comptes mettre en travaux, parce que si tu fais vraiment de la réno légère, disons ça va être 500 € le mètre carré, si tu fais de la réno lourde, 1000, 1500, mais que tu inclus ça vraiment pour le final, en fait ça me coûtera 2005 le mètre carré, et si le prix du marché c'est 2000, bon en fait ça sert à rien, en Mais fait. tout à fait. Il faut vraiment inclure ça dans son Et scénario. c'est pour ça que des fois, les gens se font moins avoir. Ça, c'était vrai. Tu pouvais, avant le Covid, acheter une ruine et te dire, ouais, j'achète une ruine 50 000 €. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'écoutais un podcast et il y avait un marchand qui disait, il y a une commune au nord de Lille qui l'a appelé pour lui proposer une ancienne caserne de pompiers à rénover. 1 €. OK? Gratuit, quoi. Il a refusé parce que c'était pas rentable. Et j'adore donner cet exemple parce qu'en fait, le coût de rénovation, en fait, c'était énorme. Il y avait du désamiantage, etc. Il aurait été pour réhabiliter l'ensemble, créer des logements au moins à 2000 € du mètre carré. Mais sauf que c'était au moins 24 mois de travaux, tu vois. Donc déjà, pendant 24 mois, il n'y a pas d'argent qui rentre pour revendre peut-être 2002 du mètre carré. Mais en fait, tu ne peux pas te faire 200 € de marge au mètre carré pour 2 ans de travaux. Donc en fait, même un bien à 1 €, c'est important de le dire, ne vaut pas toujours le coup. Tu vois, si on extrapole vraiment. Donc tu as raison, le secteur, c'est le nerf de la guerre, donc connaître votre secteur et connaître le coût travaux aussi. Comme tu le dis, hein, le coût travaux, si tu es dans le trou du cul de la France, peut-être que tu arriveras à faire une réno globale à 1002, et puis à Paris, au max, tu seras peut-être à, tu vois, 1008. Mais du coup, on n'est pas du simple au double, alors que ton mètre carré, il peut faire x5, x10. Donc du coup, voilà. Super intéressant. Non, mais c'est un très bel exemple, cette histoire de Ouais, caserne. d'accord. Je le garderai Ouais, aussi. moi aussi, j'aime beaucoup cet exemple. Ok, du coup, je reviens sur le sujet principal. Donc, pour optimiser son achat de résidence principale, on va dire pour un particulier qui veut. Alors, ça aussi, on l'a pas précisé en début d'épisode. Enfin, pour nous, c'est évident, mais je pense que c'est bien de le préciser de pourquoi on parle de ça. C'est que c'est une des seules niches fiscales immobilières qui existent en France. C'est-à-dire que quand tu as ta résidence principale et que tu la revends, tu n'as pas d'impôt sur la plus-value. Et c'est la raison pour laquelle on parle de entre guillemets, cette stratégie, et moi aussi pourquoi je documente ma RP rentable. Donc, tu as dit. Premier critère très important, ton secteur, bien acheté, prix au mètre carré, travaux.
Deuxième chose, c'était, on parlait de déco, voilà. Et c'est sur ça que j'ai envie de creuser. Donc j'ai envie de est-ce que toi, aujourd'hui, tu pourrais nous dire, enfin, tu nous as déjà un petit peu parlé, donc tu risques peut-être un petit peu de te répéter, mais peut-être pour résumer ce que tu as dit, quelles sont peut-être les astuces déco qui pourraient créer le coup de cœur aujourd'hui pour des gens, enfin, des futurs acquéreurs de RP? Mmh. Donc, comme ça dépend aussi vraiment de ton secteur. Je vais donner 2 exemples. L'appartement, tu vois, que j'ai rénové, du coup, à Nantes, sur lequel il y a eu 40 000 € de plus-value, mais presque, tu vois, du jour au lendemain, c'est-à-dire juste en 30 jours de travaux. Mmh. Ça, c'est important de montrer cet exemple. Ça veut dire que quelqu'un peut faire aussi une plus-value sur un appartement de 57 mètres carrés, de 40 000 €, quasiment du jour au lendemain. Mais comme c'est sur un secteur j'ai revendu à 3 000 du mètre carré, on est sur un secteur assez bas, un quartier nantais très populaire. Donc du coup, là, j'ai pas fait les mêmes choix que sur des RP dans lesquels je vis. Donc par exemple, là, pour provoquer le coup de cœur, un truc tout con, mais sous l'ancien lino, j'ai découvert un ancien parquet en châtaignier. Bon, bah du coup, il était abîmé. J'ai fait rénover, par exemple, l'ancien parquet. Ça m'a coûté 1 500 €, je crois, pour faire rénover. Il y avait du carrelage aussi, donc 40 mètres carrés de parquet. Mais du coup, nickel, tu vois. Donc déjà, OK. Donc en fait, tu as gardé le parquet ancien et que tu as réhabilité. voilà, que j'ai réhabilité. Là, c'est là où la peinture joue énormément. C'est que du coup, tu vois, il y avait par exemple un ancien placard dans une deuxième chambre ou salle à manger, un ancien placard vieillot. Et ben du coup, moi j'ai fait un espace télétravail full bleu, bleu clin, un bleu assez soutenu. C'est-à-dire que j'ai peint les portes, l'intérieur, le sol du placard et puis une frise sur le côté. Du coup, on a une pièce un petit peu différenciante qui m'a coûté 20 balles de peinture, mais que tout le monde ne fait pas. Mmh. Tu vois, et ça m'a coûté 20 balles. Peut-être que si on avait été sur un secteur plus cher au mètre carré, j'aurais pas fait ce choix-là. J'aurais fait changer les portes de placard, j'aurais mis quelque chose de vraiment plus chouette, mais là, c'était parfait. Dans la chambre, j'ai fait une tête de lit pareil en peinture, tu vois. Ça m'a coûté 10-15 €, un truc assez joli. La tapisserie aussi, une tapisserie Season Paper, des tapisseries entre guillemets un peu haut de gamme, mais qui sont très très belles et de très belle qualité. Et dans le salon, j'ai fait tout un mur en tapisserie qui est vraiment chouette. Bon, c'est pareil. Ensuite, il y avait des vieux radiateurs en fonte, dégueulasses. Faire sabler des radiateurs en fonte et les faire déposer, c'est une fortune. En plus, il faut couper tout le réseau du coup de l'immeuble. Enfin, c'est hyper compliqué. Donc là, alors par contre, pas hyper écologique. Des fois, malheureusement, sur certains chantiers, il y a quelques à côté qu'on doit faire. Donc du coup, j'ai acheté une peinture spéciale, un gris foncé qui était très joli, et j'ai repeint tous les radiateurs en fonte avec cette peinture-là. Du coup, tu as des radiateurs qui sont gris foncé noir, qui sont assez jolis. Ça se marie très bien avec le parquet châtaignier. C'est un bois qui est assez clair. Et du coup, ça règle tout de suite le problème des radiateurs. Je pouvais pas faire ça. Ça m'aurait peut-être coûté 1 000 € minimum. Donc ça, c'était compliqué. Autre astuce déco qui coûte pas très cher, j'ai acheté des fausses moulures en polystyrène sur un site qui s'appelle Décor, mais il y a aussi un site connu en France, j'ai oublié le nom, qui fait ça. Et du coup, tu vois, j'ai mis des fausses moulures au plafond et j'ai peint tout mon plafond de la cuisine et les fausses moulures en ocre. Donc tu vois, t'arrives dans une cuisine, le plafond était un peu abîmé. Donc tu vois, j'ai mis une toile à peindre qui coûte, je sais pas, 30 €. J'ai mis mes fausses moulures, j'en ai eu pour 50 € et je suis venue peindre ça. Tout de suite, t'arrives dans une cuisine qui a de la gueule et ça m'a coûté 200 €, tu vois. Tu vois, c'est plein de petites astuces pour le coup dans l'appartement qui coûtent pas cher et qui ont permis de provoquer le coup de cœur. Mais qui donne du cachet, quoi. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du cachet, mais qui donne, on va dire, l'effet coup de cœur, quoi. Et aussi, je me suis fait le défi, je l'ai meublé pour 150 € sur le Bon Coin, tu vois. Donc, et j'ai laissé tout. Donc j'ai acheté un tapis vintage mais qui est hyper chouette à 20 €. J'ai acheté un canapé Ikea pareil un peu vintage que j'ai payé 30 balles, tu vois, en aluminium. 2 lampes magnifiques chromées en plus qui sont hyper tendance en ce moment. J'ai payé 10 € les deux, qui sont canons. Un vieux meuble qu'on m'a donné mais que j'ai repeint avec des restes de peinture que j'avais. Et du coup, les gens ils arrivent dans un appartement qui est meublé, qui est pas vide, ils se projettent et ça m'a coûté 150 balles de mobilier, quoi. Donc, tu vois, ça, c'est des astuces, mais que je ferai pas dans une maison. Ouais, Si tu veux revendre, nous, ici, le secteur, on est entre 5 à 6 000 €. Ici, pour faire le lien, on va faire des choix un peu plus haut de gamme. Par exemple, on a du très beau parquet, on a décidé de faire une pose en pointe de Hongrie. Donc, c'est ma femme qui a posé ça. On devait poser ça ensemble. Alors, c'est quoi? Pose en pointe de Hongrie, tu sais, c'est la pose comme ça, là.
Ah, c'est Chevron, non? Attends, tu as raison, je confonds toujours entre les deux, peut-être. Attends, je regarde comme ça, on donnera à tes auditeurs. Non, Le bon non, c'est terme. Pointe de Hongrie. C'est vraiment la pause, Point ouais, d'anglais, Pointe ok. de Hongrie. Donc ça, c'est une pause qui est très difficile à faire, mais qui est canon, quoi. Donc, tu vois, on a fait ça. On a aussi été chercher des carreaux de ciment. C'est une petite boîte qui s'appelle Ndaya. Elles vont sourcer. Elles sont toutes les deux marocaines. Elles vont sourcer dans une petite fabrique au Maroc. Du coup, c'est pas hyper cher. Et on a fait toute une frise en carreaux de ciment au sol dans le salon. Et tout le coffrage de la cheminée aussi. Et c'est du carreau de ciment très design, qui est un peu rose et bleu clair avec des formes géométriques, qui est très chouette. Tu vois, ça, c'est un choix qu'on a fait. Beaucoup de luminaires aussi faits sur mesure ou chinés. Ça, c'est hyper important. Et puis, Ça, comment tu fais les luminaires sur mesure? bah, ça, c'est ma plus-value, c'est ma femme, hein. Elle est métallière. Ah, Malheureusement, ça aide. c'est pas à la portée de tout le monde. Mais du coup, elle fait beaucoup de lampes design et en fait, qu'elle va faire thermolaquer. C'est une méthode de peinture spécifique qui permet de peindre le métal à haute température. Et du coup, on a des lampes là, rose, bleu, verte, orange. On s'est vraiment fait plaisir et que tu verras nulle part ailleurs, quoi. Voilà. On a fait faire aussi, ça c'est chouette par le plaquiste, tu vois, beaucoup d'arches en placo. Donc c'est du placo arrondi. On a fait faire ça pour la douche, la cuisine aussi. On a fait un arrondi, un décroché au plafond, ce qui permet de faire passer toutes les gaines, la VMC, etc. Mais du coup, ça fait des effets un peu, comment dire, ça crée des effets de volume dans la pièce. On se retrouve pas avec un cube, on se retrouve avec voilà différents volumes. Donc ça c'est cool. Et puis quelque chose qui est chouette aussi, on achète quand même, on met un peu d'argent dans des petites pièces un peu design, tu vois. Il y a 10 ans, c'était la mode des fauteuils Togo. Bah tu vois, dans notre première maison qu'on a vendue, on avait un joli fauteuil Togo dans le salon, un très beau luminaire à côté. Bah t'arrives, c'est con, mais t'as une belle pièce design comme ça dans le salon, ça fait un peu la différence. Voilà, la peinture joue un rôle hyper important, hein, vraiment. Tu vois, tu peux te créer. Ça, pour la peinture, est-ce que tu trouves que c'est important d'avoir une cohérence des couleurs dans toute la maison, ou est-ce que tu es plutôt de l'école où chaque pièce a son univers et sa couleur? Faut pas que ta maison ce soit un patchwork, faut que ce soit une ambiance globale, mais moi je me rends compte que tu vois, bon là on n'a pas encore fait la peinture dans la pièce, mais ça me choque pas d'avoir 3 couleurs différentes dans la même pièce. Mais par contre, je vais pas aller te mettre un jaune criard, un vert pétant et un bleu, tu vois. On va avoir, par exemple, là notre cuisine, nous, elle est rose et acajou, tu vois, rose et acajou. Donc on va aller peut-être mettre de l'ocre et puis une couleur vive. Bah là on est parti sur du orange, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Après, dans les chambres, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Ce qu'il faut, c'est que il y ait une cohérence un peu dans l'ensemble. Tu vois, que t'ailles pas faire, j'en sais rien, je sais pas comment dire, mais nous, on aime beaucoup tu vois, par exemple là, le bleu clin dans notre entrée, dans la maison d'avant, on avait fait toute l'entrée en bleu, du sol au plafond, la porte et les placards. Faut pas avoir peur en fait d'aller un peu loin dans le truc et de créer une ambiance, parce qu'en plus, ce qui est super avec la peinture, c'est que généralement tu te loupes pas, et puis si tu te loupes, tu peux repeindre derrière. Ouais, tu peux repeindre. Ouais. Et on peut créer des choses incroyables, mais pour le prix d'un pot de peinture. Donc en fait, je trouve que c'est le meilleur allié d'une décoration osée. Et autre chose, c'est aussi surtout pour la revente, de dépersonnaliser. Nous, on n'a pas, enfin tu vois, un mur entier avec des photos de ta famille. Bon, tu peux si tu vis dedans, mais bah ça, quand tu revends, ça fait pas ultra haut de gamme à la revente, par exemple. Oui, ouais, c'est Donc vrai. il y a un travail de dépersonnalisation. Si tu as envie de vivre dans un intérieur qui est très personnalisé, et ben à la revente, tu dépersonnalises pour que les gens puissent s'y projeter. C'est très important. Ouais. Au moment de faire les visites, tu revois un peu la déco Ouais. pour. Puis il faut que ça soit épuré, quoi. Faut pas. Nous, notre première maison, à un moment, on aimait tellement chiner, on s'est rendu compte qu'on était parti trop loin. C'était presque, une ressourcerie, quoi. Tu vois, on avait 80 plantes, des trucs chinés partout. Et là, de plus en plus, on épure l'intérieur. Mais il faut aussi que ça ait comment dire, il y a de l'âme quand même, quoi. Il y a de la couleur, il y a des beaux livres, tu vois, il y a des belles affiches. Mais du coup, on dépersonnalise et on épure aussi au maximum. Donc voilà. Super, bon, bah, finalement, tu allais super loin dans ta réponse sur la déco, donc trop intéressant. J'espère vraiment que tu donneras des idées aux éditeurs. En tout cas, moi, tu m'en donnes déjà donné Ouais. plein, donc c'est cool. Je vais dire à ma femme qu'elle écoute bien l'épisode. En fait, il faut pas hésiter des fois à mettre le prix sur une pièce maîtresse dans la maison aussi, tu vois, quand il y a besoin.
un très bel escalier, tu vois, un escalier béton même brut, c'est quelque chose que les gens osent peu, mais que moi je trouve absolument magnifique. Ça s'y prête pas dans toutes les maisons. La maison d'avant, on a fait un escalier jaune en métal. Bah, en fait, c'est ce qui a donné de l'âme à cette toute petite pièce à vivre qui faisait 30 mètres carrés, tu vois. Donc, faut pas hésiter des fois à mettre le prix dans une belle pièce. C'est important. Alors après, moi, ce que je trouve difficile dans ce que tu dis, c'est que, et je te dis ça parce qu'on est vraiment dans ce cas-là, c'est que dans les travaux, quand tu fais des gros travaux comme nous on est en train de faire, on a déjà explosé le budget, tu vois. On a explosé le budget dès le gros œuvre, machin et tout, c'est déjà le drame. Et là, on arrive à la période de finition où il faut faire la déco. Mm. Et on a déjà plus de sous, tu Ouais. vois. Donc, et c'est là où je pense que je vais m'inspirer de ce que tu as dit, hein, c'est finalement d'aller chiner, en fait. Je pense que c'est un peu aussi ce qui permet finalement de réduire le coût sur l'ameublement et la déco, parce que aujourd'hui, je vois, voilà, quand on va à Ikea, Leroy Merlin et tout, enfin, si on fait la somme de tout ce qu'on veut, en fait, on a déjà tellement plus de sous, Ouais. enfin, dans notre budget initial, que ça devient compliqué, quoi. Je sais pas si toi, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu avais déjà explosé le budget, en fait, pendant la phase travaux classique, et au moment de meubler, tu as envie de te faire plaisir, mais tes limites, quoi. Alors, non, parce que on maîtrise très très bien le budget travaux et que souvent on le surestime toujours de 15%. Tu vois, pour cette maison-là, on avait fait 149 000 euros d'estimation de travaux. On est sur une grosse enveloppe, donc tu vois, c'est facile de se tromper. Et on en a eu pour 151 000. Donc on était en plein dedans, tu vois. Par contre, on a plein d'astuces qui nous permettent de faire baisser les coûts. Tu vois, je travaille beaucoup avec Discount des qualités. C'est une petite boîte près de chez nous, mais maintenant qui grossit et qui travaille dans toute la France. Ils ont ils ont des matériaux pour bricolage, l'aménagement intérieur à moins 50% minimum. Et en fait, comment on appelle ça, c'est des matériaux pas dégriffés, mais tu sais, des fois qu'il y a un tout petit poc ou un petit truc, mais ça se voit pas. Par exemple, on a acheté une baignoire d'angle magnifique chez eux. On l'a payé, je sais plus, enfin moins 70%, parce qu'il y avait un poc à l'arrière de la baignoire, une fissure, mais en fait, ça n'empêche en rien. Personne ne voyait. Ouais. Personne ne voit. On a acheté tous nos radiateurs chez eux parce qu'il y avait des petits pocs, mais ça ne se voyait pas. Et même des fois, en frottant avec une éponge magique, c'était des traces noires qui sont parties. On a acheté tous nos radiateurs, moins 50%. Toute la robinetterie, on l'a acheté chez eux. Tu vois, les receveurs de douche, parois de douche. Enfin, c'est énorme. Et ils vendent même, nous on l'a pas fait parce qu'on voulait une décennale, mais ils vendent des pompes à chaleur, ils vendent des climatisations, ils vendent quasiment tout. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a pas, tu connais pas toujours le stock à l'avance, tu vois, c'est un peu ça. Mais du coup, de travailler avec eux, tu te rends compte, sur une salle de bain, je pense qu'on a économisé 3 000 euros sur les salles de bain, quoi. Donc c'est énorme. Il y a Articonex aussi, c'est une grosse boîte qui explose et qui bosse maintenant dans toute la France. Eux, à la base, ils ont juste commencé avec le bois. Ils recevaient des stocks énormes de bois. Des fois, tu as un camion accidenté, tu as une palette dedans qui est abîmée, et ben tout le camion va en déstockage. Et du coup, on a acheté du bois de coffrage magnifique à moins 50, moins 60% chez eux. Notre parquet, on l'a acheté chez eux. Tu vois. Donc, ça prend un peu de temps, mais sur nos chantiers, et c'est aussi pour ça, je pense qu'on maîtrise les coûts, c'est qu'on sait que sur certains postes, on fait vraiment des grosses économies. Et du coup, toi, quand tu gères sur la partie travaux, quand tu gères les travaux, est-ce que c'est toi qui tu prends vraiment un corps de métier tu fais par corps de métier et c'est toi qui fais la coordination, ou tu prends un maître d'œuvre qui lui sélectionne ses entreprises? On a pris une fois un maître d'œuvre sur la petite ruine qu'on avait à rénover parce que on était à 1 heure de route et que du coup, comme il y avait de la démol avec de la mitoyenneté et derrière des gros sujets d'évacuation des eaux, etc., et de mitoyenneté avec des voisins qui nous ont saoulés avant même que les travaux commencent, on s'est dit, mais là, on va passer par un maître d'œuvre, c'est obligé, et on regrette pas, parce qu'il y a eu des soucis après, et du coup, c'est la garantie de l'entreprise d'architecture qui, voilà. Après, on leur a donné nos plans, en fait, ils n'ont pas eu à faire de plans, c'est nous qui avons tout fait, mais c'est eux qui ont géré le chantier sur place. Et donc, moi, je conseille à toute personne, si elle a un chantier à gérer à distance, ou qu'elle n'est pas encore experte dans le suivi de chantier, un maître d'œuvre, ça va coûter en moyenne 10% du coût des travaux. Mais si vous maîtrisez pas votre coût de travaux ou vous choisissez mal vos artisans, cette somme-là, elle peut vite être dépensée en fait sans passer par un maître d'œuvre. Vous voyez, sur 100 000 euros de travaux, ça va coûter 10 000 euros en moyenne un maître d'œuvre, mais quand tu vois la charge mentale en moins, etc., le suivi de chantier, je me conseille. Puis surtout quand tu es loin, en fait. Je pense que quand tu es sur place, ça va, mais quand tu es loin, c'est trop compliqué. Et tu vois, sur notre maison actuelle, vu qu'on était à 1 kilomètre de l'autre, la question ne s'est même pas posée. On n'a pris personne. Du coup, ma femme pouvait passer des fois, quand il y avait une question avec un artisan, il se donnait rendez-vous sur le chantier le matin avant d'aller au travail. Tu vois, à 8h, tu es sur le chantier. Tu fais un point sur ce qu'il y a à faire ou sur les soucis que tu as repérés toi la veille parce que tu es venu checker à 18h.
Et ça nous a évité plein de soucis d'être en proximité. Ouais. Tu vois, un soir, un truc qu'il faut toujours faire, averse, enfin même pas averse, orage de ouf. Je me suis dit, je vais aller checker la toiture maintenant. Et bah, bingo, j'ai vu qu'il y avait une infiltration. Et ça, tu le vois pas toujours parce que je suis allée dans les combles. Et on a pu faire venir un couvreur et puis lui expliquer exactement là où ça fuitait. On avait marqué à la bombe, etc. Donc d'être proche de son chantier, c'est quand même une chance incroyable. Et là, pas de maître d'œuvre. Ok, je partage à 100% vu que c'est ce qu'on vit aujourd'hui et c'est quand même beaucoup plus pratique et du coup t'évites aussi ces coups-là. Donc, Exactement. je j'entends. J'avais une question moi sur, toujours sur le fait entre guillemets «d'enchaîner les RP», même si bon, j'ai bien compris que c'est pas forcément enfin la stratégie que tu as, mais, si demain tu dois refaire un projet de RP, alors dans je sais pas moi, dans 3-4 ans, comment tu vas procéder? Est-ce que tu vas d'abord acheter la RP, la nouvelle, faire les travaux et rester dans de la tienne et attendre qu'elle soit prête pour la vendre? Ou est-ce que tu vas plutôt, enfin, tu vois, comment tu fais la transition? Parce que tu vois, c'est des trucs bêtes, mais c'est de la logistique et tout, c'est quand même chez toi, donc est-ce que tu vas plutôt favoriser, vite, vite, je vends, je fais la plus-value et je vis dans la poussière, tant pis? Ou comment tu fonctionnes? Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est ce qui empêche beaucoup de gens de quitter leur résidence principale parce que Et de faire ce type de et de projet faire ce surtout? type de projet. En fait, il y a plusieurs options. Il y a bien sûr l'option du pré-relais. Mais le pré-relais, le problème, c'est qu'ils vont partir sur une estimation à peu près de valeur de ta maison. Ils vont regarder les encours que tu as encore. Et puis, finalement, ça se trouve, des fois, tu vas avoir souvent 150, 200 000 euros max de pré-relais. Donc, tu peux pas acheter grand-chose avec ça. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, malheureusement, souvent, tu es obligé parfois, alors si tu es en loc, bon, c'est pas gênant, mais si c'est pour vendre une RP et en racheter une, tu es obligé parfois, et c'est ce qu'on va faire pour celle-ci, parce qu'on part sur des tellement gros budgets maintenant. C'est une maison là qu'on estime peut-être autour de 700 000 euros. Et le but après, c'est peut-être de faire vraiment un bien haut de gamme, enfin, tu vois, qui serait autour des peut-être 1 million. Enfin, moi, j'ai envie d'essayer ça un jour. Et du coup, bah, on va être obligé de la revendre et de partir, je pense, en locatif, quoi. Voilà. Et ouais, tu refais du locatif pendant le temps des travaux, Ouais, quoi. c'est ça. Donc, Après, vivre dans les travaux, c'est quelque chose enfin, vivre dans les travaux. Là, on a vécu un peu dans les travaux, mais on avait quand même une cuisine, un salon. C'est juste qu'on n'avait aucun placard. Donc, bon, t'as tes fringues dans des cartons, t'as un chiotte, une douche. Enfin, pour moi, je trouve que c'est quand même confortable. Une fois que t'as la cuisine, une douche et des chambres, tu vois, ça va. C'est pas ce que j'appelle vivre dans les travaux. Vivre dans la poussière, c'est quelque chose que je ne ferai pas, que je ne veux plus faire et que ouais. j'impose. Quand il y a l'étape de démolition et tout, là, c'est quand même, impossible, quoi. Non. Après, faut pas oublier que vous pouvez vraiment négocier avec votre banque un différé qui permet du coup de pas rembourser le capital, mais de rembourser les intérêts et puis l'assurance, et du coup de continuer à vivre dans ta maison ou dans un locatif. Ça, c'est important aussi. Mais cette période-là charnière, elle peut être compliquée. Une fois que tu l'as fait une fois, bon, c'est plus facile. Ouais, et je rebondis là-dessus, sur le côté du différé. Bon, moi, je l'explique, hein, dans la série que je fais sur les RP rentables, mais moi, j'ai même réussi à avoir un différé total. Alors, c'est plus dur à avoir, mais j'ai réussi à le négocier. Alors, je mets un petit astérisque quand même sur le différé total, parce que il y en a qui après peuvent avoir des surprises, mais faire attention, parce que quand tu fais un différé total, donc tu n'as que l'assurance emprunteur, tu n'as pas de capital ni d'intérêt, donc tu as zéro mensualité pendant, moi, j'ai réussi à négocier 2 ans. Bravo. Mais par contre, attention, les intérêts se capitalisent. Oui. Donc, tu vois, tu as les intérêts composés, des intérêts. Donc, c'est pas énorme, mais ce qui fait que moi, j'ai calculé pendant 2 ans, je rembourse rien à la banque. Les 2 années qui suivent, je rembourse que de l'intérêt. Enfin, c'est mon tableau d'amortissement, c'est 2000 balles d'intérêt. Et à partir du coup de la 4e année, là, du coup, tu rembourses capital plus intérêt, mais tu rembourses plus de capital que d'intérêt, par contre. De toute façon, il faut, dans tout projet immobilier, il faut faire parler les chiffres. Parce que du coup, c'est les chiffres, des fois, qui vont nous guider vers une telle stratégie. Peut-être que toi, c'était intéressant aujourd'hui. Pour ceux qui font du locatif, par exemple, c'est enfin, c'est incroyable, cette technique du différé. Parce que du coup, tu vas pouvoir récupérer potentiellement ton apport, La trésor. refaire de la trésor, et c'est ce qui permet d'enchaîner les projets immobiliers, quoi. Donc, voilà. De toute façon, on peut pas s'enrichir sans petite prise de risque. Si tu as une grosse appétence au risque, bah, souvent, bah, du coup, derrière, tu t'enrichis plus rapidement. Mais, enfin, ça fait partie du deal. On peut pas être dans le confort H24 et s'enrichir comme on a réussi à le faire. Donc, nous, je trouve qu'on a trouvé on a trouvé, Bon équilibre. ouais, voilà, le bon équilibre. Aujourd'hui, on fait des travaux, mais on vit pas dans les travaux. On s'installe dans nos RP, on y vit vraiment. Tu vois, là, si on bouge, ça sera pour changer de ville parce que les enfants vont aller au collège dans une autre ville. Donc, c'est hyper cohérent avec notre mode de vie, tu vois. Et ça permet quand même en faisant ça à notre rythme,
à chaque fois d'upgrader un peu. Et pour revenir avec ce que je disais au tout début, moi, un de mes rêves de richesse, c'était de vivre au bord de la mer, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, voilà, tu vois, ce matin, avant l'école, j'ai mis une story, on allait à la plage avec les enfants, promener notre bébé chien, là, qui dort sur moi, avant d'aller à l'école. À 8h, on a vu le lever de soleil. Ça, je trouve que c'est la plus grande des richesses. Et c'est incroyable. Et on a réussi à le faire, grâce à 2 RP, quoi. Donc, c'est génial. Et après, il y a quand même, enfin, je trouve qu'il y a quand même un aspect que t'as pas trop dit, mais enfin, tu l'as sous-entendu, mais qui est quand même important. C'est mine de rien, moi j'appelle ça le rendement entrepreneurial aussi. C'est que il y a certes la prise de risque et tout, toutes les connaissances que tu as, mais tu as aussi passé du temps. Enfin, tu vois, t'as mis la main à la pâte, tu vois. Ça n'a pas été du clé en main. T'as pas juste, tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as pas pris un truc clé en main, t'as attendu, t'as eu ta plus-value. Non, t'as as quand même transpiré, tu vois. Et je pense que voilà, je pense que c'est un peu la conclusion, c'est le travail paye aussi, quoi. Et avec mixé avec la prise de risque, les machins, la déco, la passion du truc et tout. Mais tu as aussi, tu vois, tu as pris du risque et tu as passé du temps là-dessus. Et c'est ça qui fait que tu as cette récompense aussi à la fin, quoi. Mais c'est ça qui fait qu'on est aussi fiers aussi, tu vois. C'est d'avoir mis autant la main à la pâte. Enfin, quand je vois aujourd'hui, surtout tout ce que ma femme fait dans nos maisons, je sais que si on a des aussi grosses plus-values, c'est en grande partie grâce à elle et à la plus-value qu'elle apporte, à travers du mobilier qui est créé sur mesure. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Et t'as raison. On peut faire de la plus-value en faisant faire tous ces travaux, en vivant dans le bien, ultra confort, mais on fera forcément moins. Et il y a aussi, au-delà de la richesse financière, tout ce que j'ai appris. Enfin, c'est incroyable. Bah oui. Et tu vois, aujourd'hui, ma fille, elle aime moins, mais mon fils, il adore bricoler. Et je mens pas en disant qu'il est presque en train de me dépasser. C'est vraiment, là, le jour, il s'est construit avec ma femme un petit meuble dans sa chambre. Tu vois, il avait pris la perceuse, la visseuse, les outils. Je trouve ça génial. Ah ouais. Et ça, je trouve que c'est tellement une des richesses de savoir faire des choses de ses mains, de savoir créer. C'est-à-dire, si demain tout s'arrête, tu dis ouais, mais je sais me construire une maison. Enfin, tu vois, c'est quand même plutôt sympa. Et moi, j'irais même plus loin dans le délire philosophique, c'est que dans le monde de l'IA aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un des métiers qu'on va avoir du mal à remplacer, c'est finalement le métier de l'artisan en fait. Le plombier, l'électricien, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est que ça me paraît, il y a tellement de métiers aujourd'hui qui risquent de disparaître, de métiers intellectuels, hein, même comme les nôtres et tout. Mais je me dis, finalement, voilà, construire une maison, est-ce qu'une IA fera un truc que toi tu pourrais faire avec tes mains, avec ton goût, avec ta philosophie, machin? Donc, je pense que c'est quand même une compétence que tu as apprise et que moi je suis en train d'apprendre et j'en suis aussi super fier, tu vois. Au-delà de la richesse financière, je pense que apprendre à bricoler et savoir faire les choses, ou du moins les comprendre, c'est vraiment une super richesse que tu fais quand tu fais de l'immobilier finalement. Et tu vois, quelque chose que j'ai appris aussi, moi je viens d'un milieu, alors travailleur social, enseignant, mais tu vois, on va dire classe moyenne, mais du coup il y avait aucun ouvrier, aucun artisan autour de moi, rien du tout. Et je me souviens de bribes de discussions avec ma famille où finalement c'était un peu ouais, mais tu sais, c'est un ouvrier. C'est déjà arrivé des fois, tu vois, des échanges comme ça. Et en fait, quand j'ai rencontré du coup ma femme il y a 13 ans, artisane, métallière, j'ai pris une grosse claque parce que je me suis rendu compte de l'intelligence qu'il fallait. Enfin, tu vois, qui demain est capable de te créer, tu vois, un escalier. Elle va créer un escalier. Enfin, je sais pas si tu imagines à quel point. Ah oui, on l'a fait, je peux te dire, enfin on l'a pas fait, on l'a fait faire, mais c'est déjà une prise de Et tête. ouais. Et je me dis, mais en fait, il y a tellement besoin d'intelligence, enfin, tu vois, de projection, de mathématiques, etc., de justesse dans ce que tu vas faire. Je me dis, mais en fait, c'est des métiers incroyables. Et pour moi, ils sont remontés très, très haut dans mon estime. C'est clair, des métiers, enfin, tu vois, on l'a vu pendant le Covid aussi, tu vois. Quels étaient les métiers utiles? C'était pas les métiers intellectuels, c'est aussi des gens qui sont au front, quoi. C'est on pouvait plus se construire de maison aussi, tu vois. Comment tu fais? On pouvait plus faire de travaux, et puis les infirmiers, les travailleurs sociaux, tous ces gens-là aussi. Donc je trouve que moi, en termes aussi d'humanité et de valeurs profondes, tout ce qu'on a appris grâce à la rénovation, ça nous a élevés aussi de ce point de vue-là, tu vois. Complètement. Complètement. Et puis c'est là, comme tu dis, tu vois quand même l'intelligence de l'artisan aussi qui fait des trucs. Quand toi tu t'y mets, tu te sens bête aussi. Tu dis putain, mais je sais même pas faire ça. Et lui, il arrive à. Bref, je vois très bien ce que tu veux dire. Et il dire. faut être indulgent avec soi-même aussi. Je le dis beaucoup aux filles que j'accompagne. Forcément, quand vous allez vous lancer, ça va être moins chouette que toutes les photos que vous avez enregistrées sur Insta ou Pinterest. Et en fait, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Faut être indulgent et se dire déjà je l'ai fait, c'est incroyable. Je vous donne l'exemple de l'appartement que j'ai rénové à Nantes. C'était un petit défi, je voulais le faire sans ma femme en fait, parce que c'est beaucoup elle qui fait mieux que moi.
Et quand elle est venue le visiter, que c'était fini, bah, elle avait son petit œil expert et j'ai bien vu qu'elle a tilté sur plein de petites choses. Mes joints de carrelage dans la salle de bain, elle me dit bon, bah, de près, c'est pas nif nif, etc. Mais ça m'a pas empêché de le vendre en 3 visites, tu vois, parce qu'en effet, la personne qui achète, elle avait pas cet œil-là, et c'est pas un bien que j'ai vendu 10 000 euros du mètre carré. Et ça a fait le travail. Et du coup, je suis hyper contente de l'avoir fait. J'étais fière et je ferai mieux la prochaine fois. Donc, faut être indulgent. Ce qui est important, c'est de se lancer et vous allez en sortir énormément de fierté et de richesse dans tous les sens du terme. Super intéressant. Maud, je suis désolé, on arrive déjà à, on n'est pas loin de la fin, c'est passé super vite. Bon, j'ai posé aucune des questions que j'ai prévues, enfin pas aucune, mais j'ai pas forcément suivi la trame, mais bon, c'était super passionnant. Je voulais juste quand même, pour terminer, je voulais quand même aborder encore 2 sujets, donc on va un petit peu déborder, mais c'est pas grave. Je voulais aborder 2 sujets qui sont, qu'on parle un petit peu du reste de ton patrimoine. Voilà, c'est plus par curiosité. Souvent quand j'interviewe, une personne experte dans un domaine comme toi, dans la réno IMO, j'aime bien savoir par curiosité, vu que moi, tu sais, j'ai la vision 360 des finances des gens et je suis curieux de savoir un petit peu, voilà, dans quoi tu investis d'autres. Si tu investis sur autre chose, hein, tu as le droit de que ce soit rien, mais voilà. Déjà savoir ça et puis je te poserai une dernière Ça question roule. après. Bon, ça va être rapide. J'ai un peu de crypto-monnaie. Je me suis pris une grosse claque c'était en 2018, je crois, comme beaucoup. Enfin, voilà, j'ai laissé parler mes émotions, donc j'ai perdu pas mal au précédent bull run. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, j'investis en crypto-monnaie dans l'Ethereum et le Bitcoin principalement parce que c'est assez safe et que j'ai pas le temps de plancher plus. Mais voilà, ça grimpe tranquillement, donc c'est plutôt chouette. Et Tu fais quoi? Tu fais plutôt du DCA? Tu investis régulièrement ou tu as acheté, tu laisses? non, je fais du DCA maintenant. Je fais du DCA, donc ça c'est plutôt cool, je trouve. Enfin, c'est une bonne façon quand t'as pas le temps, voilà, de sécuriser tout. C'est clair. Et du coup, ensuite, bah, ça s'arrête un peu là parce que là, on a dû rembourser l'intégralité. En fait, on n'a plus d'emprunt sur notre résidence principale, ce qui est assez incroyable. Et donc, du coup, là, notre objectif 2026, on va aller lever de la dette, on va acheter 3 immeubles de rapport. Voilà, je l'annonce. Donc, on a vraiment une année focus locatif à 100% pour vraiment se construire un patrimoine long terme. Et ensuite, on va repartir sur du marchand de biens. On a vraiment envie, donc, en gros, nous, crypto immobilier. Et quand j'aurai un peu de temps, j'ai très envie aussi de me faire un portefeuille boursier. Mais là, en ce moment, le temps me manque. J'allais tendre la perche. J'allais te dire la bourse avant les cryptos quand même, Ouais, la ouais. bourse. Le temps me manque. En plus, j'ai un papy dont j'étais très proche qui est décédé à 96 ans, qui avait un gros portefeuille boursier. Et malheureusement, je crois que mon père a tout vendu. C'était pas mal. Il avait ça depuis 20 ans, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu mon regret. Je me suis pas penchée. J'aurais pu le faire à ses côtés. Donc, c'est un de mes objectifs, 2026-2027. Voilà. Parce qu'il est jamais trop tard. Bon, si je peux. Il est jamais trop tard pour se lancer. Moi, je dis toujours le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Et le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. Et si je peux te mettre une petite graine dans la tête, bon, je pense que les auditeurs savent ce que je vais raconter, mais intéresse-toi plutôt aux ETF. Okay. T'as pas besoin de temps. Enfin, il faut bien sûr que tu comprennes ce que c'est un ETF, que tu comprennes ce que tu achètes et tout, évidemment. Mais une fois que tu as compris et que tu achètes, les ETF, justement, ça te permet d'éviter de suivre, en fait. C'est ce qu'on appelle la gestion passive, en fait. Donc, c'est pour les gens comme toi qui n'ont pas le temps. Eh bah, tu vois, on en reparlera avec grand plaisir. Dernière question. En fait, pas dernière question, dernier sujet que je voulais aborder, qu'on a abordé rapidement au début de l'épisode et qu'on a du coup pas fini, c'est un petit peu parler mindset et passage à l'action, notamment, bah, tu vois, toi, auprès de l'expérience que tu as, parce que moi, j'ai bien compris que tu étais focus plutôt sur l'accompagnement des Ouais. femmes. Est-ce que tu as je sais pas moi, des blocages que tu vois régulièrement chez les femmes qui n'arrivent pas à se lancer, donc plutôt sur l'IMO, et si tu avais voilà, des petits conseils pour aider les femmes, et même les hommes, hein, à se lancer et qui n'arrivent pas à passer à l'action pour l'immobilier physique? Ouais, carrément. Il y a 2 leviers, 2 blocages qui reviennent très souvent. Le premier, c'est la peur de se planter ou de pas être à la hauteur. Et là, j'aime bien. En fait, ce qui est compliqué avec l'immobilier, c'est que pour moi, l'expérience, elle vient vraiment à partir du moment où tu te lances. Et le premier pas, il est vraiment vertigineux. Et en fait, moi, j'accompagne des femmes, ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'elles sont sur leur canapé, elles ont des alertes Le Bon Coin, elles analysent les annonces, mais il n'y a pas de passage à l'action. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y a pas ce petit premier pas qui est vertigineux, on se retrouve, tu seras au même endroit dans 5 ou 10 ou 15 ans. Et j'aime bien donner l'exemple de l'avocat, par exemple. Il a beau avoir fait, je sais plus, avant de passer le barreau, c'est peut-être 6, 8 ans d'études. Je peux te garantir que le premier procès où il va les plaider, je pense pas qu'il sera éloquent et qu'il sera extraordinaire. Et en fait, l'expérience, elle vient au fur et à mesure. Un architecte, les premiers chantiers qu'il va gérer, il va y avoir des galères. Je suis sûre qu'il va rentrer chez lui et se dire, putain, mais
qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ce métier, tu vois? Le boulanger, avant d'avoir fait une belle baguette, il va peut-être en avoir fait 300. Alors pourquoi on doit être aussi exigeant avec nous-mêmes? On ne peut pas tout savoir, tout maîtriser avant de se lancer. Et c'est grâce aux visites que ton œil va s'aiguiser. À ton téléphone, tu vas appeler les agents, poser des questions, que du coup tu vas comprendre quelles questions il faut poser. Le secteur aussi. Exactement. Si tu demandes jamais de DPE, t'apprendras pas à en décrypter. Si tu lis jamais un compte rendu d'AG, tu le sauras pas. Donc en fait, c'est en se lançant que les compétences vont venir. Moi, quand j'ai ouvert ma société de marchand de biens, il n'y a pas de formation spécifique pour être marchand de biens. J'avais l'impression d'être une impostrice. Je sais pas si ça se dit, mais tu vois, puissance 10, quoi. Je me disais, mais t'es qui? J'appelle les gens, je cherche du marchand de biens, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, 1 an après, j'ai un peu plus d'assises et j'en aurai encore plus dans 10 ans. Donc le premier conseil, c'est ça, c'est arrêter d'attendre. Le premier pas est vertigineux, mais l'expérience vient en se lançant. Et le deuxième blocage qui revient souvent, c'est la peur de faire un mauvais investissement. Elle est légitime, cette peur. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a foiré son investissement ou, qui a eu des soucis avec un Pinel ou des choses comme ça, quoi, tu vois. Et en fait, le fameux Pinel. Et en fait, j'aime bien reprendre l'exemple de la pyramide de Maslow, les besoins primaires. Tout en bas, bien sûr, c'est manger, boire, respirer. Et puis juste au-dessus, c'est le besoin de sécurité. Besoin de sécurité, il y a avoir accès aux soins et avoir un toit au-dessus de la tête. Avoir un toit au-dessus de la tête, c'est de l'immobilier, c'est de la pierre. Donc en fait, on parle de quelque chose dont les gens auront toujours besoin. Ok ? En France, il y a des centaines de milliers de logements vacants et des centaines de milliers de personnes qui ont besoin de se loger. Il y a une demande énorme. Donc, rien qu'on parle de ce postulat-là, on parle de besoin primaire, se loger, pour moi, tu peux pas te planter. Et ensuite, l'immobilier, si tu réponds, on en parlait tout à l'heure, à 3 grands critères, c'est-à-dire t'achètes, on dit toujours la bonne affaire se fait à l'achat, donc si t'achètes pas la première merde qui vient, mais que t'achètes sur un bon secteur en devenir, que t'achètes bien en dessous ou à minima au prix du marché, rien que ça, le temps va faire son travail. Tu pourras pas sortir perdant. Et si en plus, tu achètes un bien pour lequel tu vas révéler son potentiel, tu vas lui apporter une plus-value avec de la déco, avec du rafraîchissement ou des gros travaux, là, en plus, tu vas maximiser ton investissement. Donc, le secteur, bien acheté, le fait que ce soit un besoin primaire et en plus, grâce à l'effet de levier, tu vas t'enrichir puisqu'en contractant de la dette, tu vas pouvoir, grâce à ça, t'enrichir. Avec ces 3 éléments-là, je viens de contrer la peur j'ai peur de faire un mauvais investissement, tu vois. C'est très compliqué de faire un mauvais investissement immobilier si tu réponds à ces 3 critères. Donc voilà les 2 leviers que j'ai souvent, les 2 blocages, la peur de faire un mauvais investissement. Et moi, j'accompagne les femmes sur 12 mois et elles se rendent très vite compte que en suivant une méthode simple, c'est rare de se planter quand même. Et puis la peur de pas avoir les compétences. Mais là aussi, je réponds qu'il faut être indulgent avec soi-même, que n'importe quel métier, n'importe quel investisseur a commencé en n'ayant jamais investi. Donc à un moment, faut arrêter, il faut juste se lancer et avoir des bons garde-fous derrière. Faut y aller. Ouais, faut y aller. Voilà. Et justement, pour y aller, tu vois, il y a un peu 2 écoles sur les créateurs de contenu que j'ai invités et avec qui je discute. Tu sais que on va dire une des stratégies qui est les plus efficaces pour aller vite, c'est l'immeuble de rapport. Ouais. Mais moi, je suis un peu, je vais pas te dire, je suis contre. Je trouve que c'est une super stratégie. Alors, je l'ai jamais fait encore, mais je pense que c'est une super stratégie pour aller vite, effectivement. Mais justement, moi, ce que je dis souvent pour les gens qui veulent se lancer, déjà, toi, est-ce que tu es plutôt de l'école commence par un studio tranquille pour te faire la main, ou est-ce que tu dis si tu veux aller vite, commence par un immeuble direct? En fait, ça va faire un peu langue de bois, mais moi, dans mon programme, je prône vraiment un équilibre entre les valeurs perso, l'équilibre, ton appétence au risque et à côté, ton projet, le rendement, tes objectifs, tu vois, vis-à-vis de ce projet IMO. Donc en fait, en fonction de là où t'es dans ta vie, tout se vaut, quoi. Si t'es célibataire, Tout peut se faire, quoi. si Ouais, t'es ça dépend. célibataire, que t'as du temps, que t'as un bon revenu, franchement, let's go, vas-y, fais ton immeuble de rapport. Si tu viens d'avoir un gamin, que tu viens juste d'avoir ton job, que tu as déjà ta RP et que t'as pas beaucoup de temps, fais un petit T2 tranquille, fais-toi la main sur un T2 T2, c'est ce que je trouve ce qui est le mieux parce que en plus c'est facile à revendre. Revendre un studio, c'est plus compliqué parce que tu le revends à qui? À des investisseurs. Un T2, tu peux le revendre autant à un investisseur qu'un jeune couple ou qu'une personne seule. Donc fais-toi la main sur un T2, ça donnera confiance aux banques et quand tu te sentiras prêt, pars sur un immeuble de rapport ou autre chose, tu vois. Mais faut pas être guidé que par la rentabilité. Pour moi, ça c'est une grosse erreur parce que le risque c'est de pas être aligné avec ses valeurs et de pas bien dormir la nuit.
Tu vois, ceux qui cherchent à entasser le plus de colocs possible dans la plus petite surface possible pour avoir 15 de rentabilité. Moi, ça m'intéresse pas. Je sais même pas comment ils font pour dormir la nuit. Pour moi, c'est te dire quelle est sur mon secteur la demande, tu vois. Par exemple, si tu es sur un secteur hyper touristique pour du Airbnb, ça veut pas dire qu'il faut faire du Airbnb. Ça, c'est une des parties de la balance. Mais l'autre partie, c'est est-ce que tu as du temps pour faire du Airbnb? Ou si tu délègues, est-ce que tu as encore ta rentabilité, tu vois? Donc, faut vraiment, pour moi, tout se vaut. Il y a plein de gens qui commencent par du locatif. Tu vois, nous, on n'a encore jamais fait de locatif. On a fait de l'ARP, du marchand. On prend clairement pas le même sens que tout le monde, mais parce que ça corroborait avec notre appétence au risque à ce moment-là et notre mode de vie. Donc, pour moi, vraiment, tout se vaut. Il faut mettre dans la balance le fric que tu as, l'argent que tu veux te faire, l'appétence au risque, et le temps. L'éthique, enfin, toutes ces choses-là qui sont très, très importantes. Voilà. Ok. Super intéressant, Maud. Bon, en tout cas, si du coup on veut te retrouver, Maud, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, donc notre compte Instagram, c'est Les Filles Rénov sur sur Insta. Aujourd'hui, j'ai déserté LinkedIn, donc je n'y suis pas. Je suis peut-être en prévision, mais j'ai pas le temps en ce moment, donc je suis vraiment principalement sur ce compte. Insta. Et du coup, voilà, je réponds à tous les DM. Je suis vraiment derrière ce compte, c'est moi qui y suis. Et puis, on partage moitié contenu sur nos rénovations, moitié de contenu un peu type Simo. Et puis là, on va vous embarquer dans notre quête 2026, qui est l'achat d'immeubles de rapport. Donc, on va tout documenter aussi. Donc, ça va être plutôt chouette. Trop bien. Peut-être que tu repasseras ici pour. Écoute, avec grand plaisir. Parce que du coup, voilà, j'ai aussi l'honneur d'être invité dans l'académie de mode aussi pour parler de mes sujets aussi. Bah, d'ailleurs, de l'ARP rentable. Voilà. S'il y en a qui te rejoindront, ils me retrouveront aussi là-bas. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose qu'on a oublié de dire ou quelque chose d'important, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour avant de nous quitter, Maud? Ouais, ça rebondit un peu sur ce que je viens de dire, c'est que je pense que pour moi, l'immobilier, si on veut bien le faire, il faut le faire avec le cœur quand même. Et c'est-à-dire pas être guidé que par la rentabilité, parce que le risque c'est de se griller les ailes à un moment, et c'est quand même, on le disait, c'est du temps, c'est de la charge mentale, etc. Donc si on fait des projets qui sont ok avec notre mode de vie, qui sont ok avec nos valeurs, bah il y aura plus de chances qu'il y ait de la réussite parce que ça va rayonner. Tu vas prendre plaisir à en parler autour de toi. Il y a des opportunités qui vont arriver aussi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Pas être guidé que par la renta, mais aussi qu'est-ce qui résonne dans ton cœur, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Et demain, on verra. Demain est un autre jour. Peut-être que demain, tu feras du marchand, de l'immeuble de rapport, mais qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui et quel temps tu as envie de donner à ce projet. Voilà. Ok, super conclusion. Merci. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci beaucoup à toi. C'était hyper chouette. Et puis, à bientôt sur Insta ou ailleurs. Avec grand plaisir, Maud. Merci à toi d'être venu. Merci pour toute cette valeur apportée. Et puis, écoute, on diffusera ça en masse pour que tout le monde puisse t'écouter. Et puis, je te dis à très bientôt. Trop chouette. À bientôt. Salut.